Ok. Et là, je t'ai envoyé un autre lien, clique dessus. Sur Facebook, tu dis? Ouais. Ah. Tu vois, je t'ai envoyé Be Live. Be Live. Donc, parce que je le fais passer à mon ami, parce que je suis sur son ordinateur. Est-ce qu'on est live sur la page Olam? Je vais vous dire ça. Et si c'est le cas, on a trouvé une solution. On est désolé pour le retard. On a juste 25 minutes de retard finalement. C'est quoi Et ça marche. Voilà, ça marche. Il y a 24 personnes. Et on arrive. Et Nasrine arrive. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, mettez-moi un commentaire, un gentil commentaire positif, plein d'amour. C'est quoi? Et ça marche. Voilà, ça marche. Il y a 24 personnes. Et on arrive. Et Nasrine arrive. Moi, j'enlève le son. Nasrine, tu l'as reçu le lien? Tu as cliqué sur Be Live? Oui, j'ai reçu le lien et j'essaie de me connecter à Be Live. Invite you to join the stream. And then what? Connect caméra. Permission. On arrive, encore un tout petit peu de patience. On a eu un peu de retard à peine, hein, 3 fois rien. Et maintenant, on va pouvoir parler tranquillement. On a trouvé une solution alternative. En fait, je vous explique, je vous dis tout. Zoom a plein de problèmes et les connexions avec Facebook sont compliquées à chaque fois. Donc, si Nasrine arrive à nous rejoindre sur Be Live, on a trouvé la solution et on va passer un super moment tous ensemble. Alors, Alain, moi, j'ai juste un petit souci de caméra sur le programme. Il faut activer ta caméra, sûrement. Est-ce que tu as réussi Tu me vois? Je te vois, oui. Je te vois. Peut-être il faut que tu fermes Zoom. Ah, ok, ça marche. Je vais fermer Zoom. Quitte Zoom. Moi, j'éteins la réunion sur Zoom, ok? Ça marche. On arrive, encore un tout petit peu de patience. Décalage horaire avec le bout du monde. Non, Nasrine est en Europe. Bonjour Alain, bonjour Delphine, bonjour Brigitte, bonjour Sid, bonjour Dominique, bonjour Mélina, bonjour Chantal, Nathalie, tous ceux Denis Fabien, qui est là aussi, D'Artagnan pour ceux qui le connaissent de près, anciennement Che Guevara. Mais Nelly aussi est là, Martine, salut Martine, Véronique, Angie. On attend Nasrine qui va faire son entrée, qui va faire une entrée, je suis sûr, très spectaculaire. Voilà, donc on a changé de… Voilà, show in stream, je la vois. Ah non, maintenant on ne peut pas la voir, oui. Je le vois, mais voilà, je remove. Et voilà, on est là, on se voit. On a réussi, tu as réussi. Alain, bravo Alain, vive Alain. On a gagné. Juste, si vous voyez Nasrine et moi et que le son est parfait, faites-moi un petit signe, ça me fera plaisir parce qu'on a quand même passé 25 minutes la tête dans la technique et on est arrivé à une solution miracle grâce à Nasrine, grâce à ta présence Nasrine. Oui, ça c'est très gentil, mais il faut dire les choses, très cher Alain. J'ai été émerveillée par ta froideur et tu vois ton pouvoir d'accueillir tout ça, de ne pas te laisser emporter par les émotions qui auraient généré une grande crise d'angoisse comme chez la plupart. Non, pas du tout. Alain est là un merveilleux exemple pour nous tous. Il a su accueillir toutes les vagues et surprises que la vie nous ont offertes jusqu'à présent. Donc, bienvenue à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous. Et merci à Alain. Il y a pas de monde, il y a déjà 130 personnes qui sont connectées. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Je suis content d'accueillir Nasrine. Alors, j'aimerais d'abord remercier Isabelle Le Sieur qui a le talent pour me mettre en contact avec des amis, me donner des nouveaux amis et des personnes inspirantes. Donc, on la salue. Si elle nous regarde au Québec, il doit être 10 h du matin.
Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle et merci. Il y a plein de monde qui arrive. Il y a Rachel qui est là, qui nous suit toujours. Il y a Franck aussi, Nancy, Mélina, Nadia, Angie, tous. Bon, je prendrai, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et des commentaires bienveillants, bien sûr. Je prendrai et je transmettrai à Nasrine. Nasrine, comment ça va? Où es-tu? Que fais-tu? Comment tu vis ce confinement? Alors, Nasrine est actuellement à Lisbonne, parce qu'elle ne peut pas rentrer en Suisse. Enfin, elle pourrait rentrer en Suisse, mais il y aurait une mise en quarantaine obligatoire. Et donc, elle est très bien ici à Lisbonne, bien entourée, et elle est ravie de pouvoir partager ce moment avec vous. Et comment est-ce qu'elle vit cette situation? Ben, il n'y a pas une grande différence, je veux dire, voire aucune. C'est-à-dire que l'être humain Nasrine vit sa vie dans l'accueil de ce qui est d'un instant à un autre. Donc, ça ne lui change pas vraiment la donne, à vrai dire. Ça s'amuse à observer, par contre, quelque chose de très intéressant, Alain, qui est cette prise de conscience finalement qu'on est confiné. J'ai reçu tellement de mails à ce propos. Comment vivre ce confinement? Qu'est-ce que tu en penses, Nasrine? Combien de temps ça va durer? J'ai reçu tellement de mails de la part d'un réseau de scientifiques, de biologistes, de peu X, Y, monsieur X, madame Y, madame égale. Et ce qui me donne vraiment le sourire, Alain, c'est que je me dis que grâce à cette situation de confinement qui est extraordinaire, non pas parce que à peu près toute l'humanité est confinée à l'heure actuelle, mais cette situation de confinement permet à l'humain d'observer à quel point il a déjà en tout temps été confiné. Peut-être pas physiquement, parce que là, on lui impose un confinement physique, mais qu'il a été confiné mentalement et émotionnellement. Depuis combien de décennies? Et ce qui est génial dans cette situation, c'est qu'en étant enfermé quelque part physiquement, d'autant plus euh, cloîtré là entre nos quatre murs, ce qui nous ramène davantage à observer ce corps physique et ce qui nous ramène davantage à observer ce qui s'y passe dans cette merveilleuse, j'appelle ça l'équipe terrestre, corps, mental, émotion. Et c'est là J'aime bien ça. l'équipe terrestre, oui, nos trois fidèles alliés. Et donc, c'est merveilleux de pouvoir constater, lorsqu'on est confiné physiquement, qu'il y a eu tant de confinement déjà, mentalement et émotionnellement. Il y a eu tant de limitations, tant de, oui, de limitations, de systèmes de croyances, de pensées, d'émotions qu'on ne voulait pas toucher, auxquelles on ne voulait surtout pas goûter. Et maintenant, elles nous reviennent en force. C'est bon, ça, pour l'être humain, non? Je trouve ça Alors extraordinaire. oui, c'est le sujet de toutes les conversations qu'on a à chaque fois. C'est est-ce qu'on a d'un seul coup une opportunité d'une retraite forcée qui nous impose un retour vers soi et donc apparemment oui pour certains. Et encore une fois, à chaque fois, je fais la parenthèse, Nasrine, c'est important que pour beaucoup d'entre nous, on a cette opportunité de vivre cette période un peu comme voilà, comme une retraite, comme une exploration intérieure, un confinement. Qui nous force à être en face de nous-mêmes. Et puis, on a toujours une pensée pour plein d'autres gens qui n'ont pas cette chance-là en ce moment et qui travaillent, et qui sont au front, et qui sauvent des vies, et qui combattent, etc. Et qui n'ont pas forcément le temps à ça. Et donc, à chaque fois, je tiens vraiment à préciser ça et qu'on leur envoie beaucoup d'amour et beaucoup de paix et on est avec eux de manière différente, mais le cœur est là. C'est important de préciser parce qu'il y a vraiment des gens qui souffrent pendant cette période. Il y a un paradoxe, c'est qu'à la fois, on est un peu tous déconnectés de la vie. On vit ce que j'ai appelé une sorte de sobriété. D'un seul coup, on n'a plus besoin de rien de superflu, de consommation inutile. On n'a plus de rendez-vous, on n'a plus de temps, on court après plus rien. Et en même temps, il y a une surconnexion en ce moment, notamment grâce aux réseaux sociaux où on est là sans arrêt en train de encore plonger dans un afflux d'informations. Comment toi, tu penses qu'il faut gérer ce paradoxe entre prendre ce temps justement pour revenir vers quelque chose d'essentiel et une paix, et en même temps rester informé et connecté? Euh, cette situation à nouveau nous permet d'observer
comment nous rentrons en contact avec notre équipe terrestre et comment nous la nourrissons. Nous avons l'immense opportunité aujourd'hui d'observer ses réels besoins et d'aller dans ce sens. Donc, c'est clair qu'il y a cette tendance, parce que la peur est omniprésente, et donc la peur peut être apaisée, parce que cela nous a été inculqué. Quand il y a de la peur, il faut apaiser la peur. Quand il y a de la peur, il faut libérer la peur. Il faut faire quelque chose pour que cette peur disparaisse. Et donc, face à cette peur, très souvent, il y a la tendance d'aller vouloir apaiser celle-ci en allant chercher des informations. Or, ce qu'on peut observer, c'est du moins les retours que j'ai parce que je ne cherche pas, je ne suis pas connectée à Internet et ça ne fait pas partie de mon élan intérieur d'aller chercher des informations véritablement à l'extérieur, sauf si c'est véritablement nécessaire de manière très pratique et dans mon moment présent. Mais ce qu'on peut observer, c'est que souvent la tendance est là d'aller chercher des informations à l'extérieur, principalement pour faire taire cette peur. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a tellement d'informations. Et toutes ces informations sont ornées de peur, certes, d'autres d'espoir. Pour moi, l'espoir, tu sais, Alain, j'ai reçu une petite parenthèse, beaucoup de mails en lien avec l'espoir. Et on nous a si souvent dit, l'espoir fait vivre. Pour moi, l'espoir ne fait pas vivre. L'espoir nous tue littéralement à petit feu. Pourquoi? Parce que si nous sommes dans un état d'espoir, ça veut fondamentalement dire qu'on dit non à ce qui est vécu maintenant, intérieurement. Donc l'espoir représente le plus haut degré de lutte que je peux goûter maintenant. Donc, je veux dire par là aussi qu'il y a autant des informations ornées de peur que d'espoir, d'autres informations qui sont peut-être de la désinformation. Et il est vrai que l'être humain aujourd'hui, c'est ce que je retrouve dans tous les mails que je reçois, se retrouve quelque part face à un tas d'infos et il ne sait plus quoi faire de ces informations. C'est comme si plus il lisait d'informations, plus il se retrouvait quelque part perdu, complètement confus. Donc, à chacun quelque part aussi de se poser la question qui est comment est-ce que j'ai envie de nourrir mon équipe terrestre. Et c'est là où on rencontre un grand paradoxe aussi. On a tendance à faire attention au corps physique, on le nourrit, on veut des aliments sains pour le corps, on lui fait du bien. Mais qu'en est-il du mental et du système émotionnel? C'est là où je rencontre ce paradoxe très souvent. On gave le mental avec de la surinformation, peut-être des informations qui ne lui sont pas forcément bénéfiques et qui vont générer non pas plus de peur, parce que ce n'est pas la peur initialement qui pose problème, mais l'état de lutte sous-jacent à cette peur. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les médias. Parce que dans les informations qu'on me transmet, de la part aussi de scientifiques qui font des recherches par rapport à ce virus qui paraît si virulent, etc., mais il y a une forme de peur qui est instaurée quelque part, mais ce n'est pas la peur elle-même qui est problématique dans ce sens. C'est cet état de lutte que nous rencontrons à l'échelle mondiale, globale. Les êtres humains essayent d'anéantir cette peur. Et donc, ils peuvent avoir cet élan qui est d'aller chercher des informations à l'extérieur d'eux-mêmes. Mais ce qui est génial là aussi, c'est qu'il y en a tellement que franchement, l'être humain aujourd'hui ne sait plus à quoi s'accrocher. Et je trouve ça magique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd tous nos points de repère, alors nous devenons notre propre point de repère. Nous devenons notre propre guide. Et qui, hormis notre propre équipe terrestre, peut savoir ce qui est juste et bon pour nous. Si nous arrivons donc à utiliser ce confinement à bon escient, et si la majorité des êtres humains qui ont la chance aujourd'hui de pouvoir goûter à ce confinement, ça va affecter toutes les autres cellules, tous les autres êtres humains qui sont maintenant obligés de travailler, qu'on remercie de tout cœur. Mais si on arrive à utiliser ce confinement à bon escient, entre guillemets, pour se remettre au diapason de ceci, pour se remettre à l'écoute du corps physique et d'observer au milieu. Et quand je lis une information qui provient de l'extérieur, quand on me bombarde de vidéos, de scénarios catastrophes, de ce qui pourrait arriver ou de ce qui fort probablement va arriver, ou de la virulence de ce virus, du taux de mortalité, quand je lis toutes ces informations, pourquoi ne pas juste poser la question, ou plutôt observer le corps physique et regarder si ça lui fait du bien ou pas? S'il se crispe, qu'il devient tendu, qu'il respire de manière thoracique, ça veut fort probablement dire qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas pour lui. Et si lui ne va pas bien, je dis toujours l'équipe terrestre est comme une famille,
si l'un d'entre eux va mal, toute la famille en pâtit. Donc, le corps physique qu'on nourrit avec de bons aliments et qu'on essaie de préserver au mieux, ce qui est génial, pourquoi ne pas aussi prévenir notre mental d'agressions extérieures qui peut-être ne vont pas le nourrir de manière appropriée? Donc, entre rester confiné uniquement focalisé sur soi ou aller chercher à l'extérieur, tu sais, un jour, Alain, juste encore une dernière parenthèse, lors d'un séminaire, quelqu'un m'a dit, Nasrine, tu dis que nous sommes dotés d'un savoir inné, mais comment y accéder? Je lui ai tendu mon smartphone et je lui ai demandé, est-ce que tu sais utiliser cette chose? Il m'a dit, bien sûr que je sais l'utiliser. Je lui ai alors demandé, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu es arrivé à pouvoir l'utiliser, à connaître cette chose? Il m'a dit, j'ai passé beaucoup d'heures penchées là-dessus, à observer les différentes applications. J'ai appuyé sur tous les boutons. Voilà, j'ai exploré la chose. J'ai dit, merveilleux. Fais de même avec ceci. Et je crois que la vie aujourd'hui, je ne vais pas chercher de sens parce que pour moi, la vie en tant que telle n'est que pure illusion et donc est dénuée de tout sens, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet. Mais sans vouloir donner de sens à cela, c'est quand même une grande opportunité pour l'humanité aujourd'hui de faire ce retour sur soi et de revenir à l'égoïsme. L'égoïsme que pendant des années, lorsque j'ai commencé à parler d'égoïsme, il y a 15 ans lors du séminaire, tout le monde était choqué en disant l'égoïsme, non, il ne faut pas d'égoïsme. La société est déjà assez égoïste comme ça. L'égoïsme veut dire quoi? C'est avant tout être à mon écoute, observer ce qui est juste et bon pour ici. L'égoïsme me permet d'être sceptique et de ne pas avaler toutes les informations qu'on me sert sur un plateau doré, si généreusement, ce moment en plus. Et toutes ces informations se contredisent. Alors, si je mange du chocolat avec du brocoli et de la mayonnaise par-dessus, c'est normal. Si ça fait mal au ventre, non, ça va. Je t'arrête une seconde parce que tu as dit tellement de choses importantes et il y a plein de sujets qu'on a évoqués et on va essayer d'être concis. L'espoir, en fait, c'est intéressant cette notion d'espoir qui en fait qui est encore de la lutte et qui est en fait l'espoir finalement c'est le contraire de l'accueil quelque part et de ce qui est déjà là. Une parenthèse sur la médecine parce que tu évoques beaucoup la médecine, tu as une approche assez holistique un petit peu et je fais une parenthèse pour faire un salut aussi à Emmanuel qui travaille avec moi sur Olam et sur l'amour médecin, avec Denis aussi, sur cette nouvelle approche du vivant et de la médecine. Et je sais que c'est un sujet qui te touche, qui te parle parce que cette approche holistique, émotionnelle, mentale, physique, est importante pour toi. Et justement, comment prendre soin de tout ça dans cette période-là où on est un petit peu contracté et dans une étape qui n'est pas forcément idéale en confinement? Alors, il est vrai que par rapport à l'approche du corps physique ou du mental ou du système émotionnel, ce qu'on peut observer globalement aujourd'hui, mais ce n'est pas que aujourd'hui, cette situation nous permet de mettre cela davantage encore en lumière, qui est le stress. Le stress qui est omniprésent dans la vie quotidienne de l'être humain. Alors, le stress est un sujet que bon nombre de mes amis scientifiques ont pu observer, rechercher. Ils ont fait d'innombrables expériences aussi. Notre ami Bruce Lipton s'est beaucoup penché là-dessus aussi. Donc, le stress est et si on veut résumer le stress, on pourrait dire que c'est le pire fléau, que c'est la pire maladie pour notre équipe terrestre. Fondamentalement, pourquoi, si on ne veut pas trop rentrer dans des explications trop scientifiques, mais le corps physique possède une énergie qui lui est propre. Et cette énergie-là est utilisée à son bon fonctionnement, fondamentalement en lien avec le taux hydrique du corps physique. Donc, selon le taux hydrique du corps physique, c'est-à-dire que le taux hydrique représente un peu le niveau d'énergie que le corps physique a à sa disposition. Maintenant, pour ne pas trop rentrer dans les détails à nouveau, qu'est-ce qui se passe fondamentalement quand le corps physique est face à un stress? Il doit utiliser à ce moment-là, parce que le stress est son pire ennemi, il doit fondamentalement utiliser toutes ses réserves d'énergie pour faire face à ce stress ou pour fuir ce stress. Parce que quand on parle de stress aussi, il faut s'imaginer si on est là face à un tigre qui nous attaque, que va faire le corps physique? Eh bien, il va amasser toute son énergie pour pouvoir amener cette énergie dans les bras et les jambes pour qu'on puisse courir très vite.
Ça ne va pas aller dans le système digestif, par exemple, lorsqu'on est face à un tigre. Donc, face à une situation de stress, le corps physique va changer son mécanisme, son fonctionnement pour pouvoir faire face à cette situation d'alerte rouge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce tigre est le stress, ou le stress est ce tigre, mais qui est omniprésent dans la vie quotidienne de l'être humain. Très souvent, les êtres humains ne se rendent même plus compte de ce stress. C'est souvent quand on leur demande comment va ton corps maintenant, comment est-ce qu'il respire, comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu arrives à juste rester posé 30 secondes? C'est là où ils se rendent compte qu'ils sont dans une espèce de frénésie intérieure. Pourquoi, pour qui? On ne le sait pas vraiment. Mais donc, face à ce stress, ce tigre qui est là tous les jours et qui est représenté merveilleusement bien par ce virus, qui n'est pas une attaque extérieure, mais intérieure, si on veut bien, le corps physique doit lui aussi mettre son fonctionnement sur tout un autre mode pour pouvoir contrer cette invasion. L'invasion, lui qui le dérange fondamentalement, n'est pas le virus lui-même, parce que le corps physique recèle de ressources énergétiques incroyables et il recèle aussi d'une bibliothèque intérieure qui est donc une sagesse innée qui date de millions d'années. Il faut considérer ce corps comme étant le résultat de toute une évolution, c'est-à-dire de la somme de toutes les informations qui ont pu être amassées et les expériences qui ont pu être amassées depuis que la toute première cellule existe. Ça veut dire des millions d'années, si ce n'est pas plus. Donc, à l'intérieur de ce corps physique, il y a une vaste bibliothèque. Une bibliothèque qui lui permet aussi de reconnaître les différents virus, la maladie à laquelle il fait face. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus, par exemple, en particulier? C'est que ce virus-là en particulier, c'est-à-dire que ce qui distingue ce virus d'un autre, les propriétés de ce virus-là, n'est pas vraiment connu par notre corps. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été confronté à cela. Et donc, il doit faire des mises à jour, il doit mettre beaucoup de choses en œuvre pour pouvoir observer la chose et mettre la stratégie en place pour pouvoir se protéger. Mais pour ce faire, il doit avoir un système immunitaire qui, lui, vient justement soutenir tout ce processus fort. Mais le système immunitaire ne peut pas fonctionner face à un stress. Parce que le corps physique, ce système immunitaire utilise, si on met des chiffres qui sont faux, mais c'est juste pour donner une image. Ce système immunitaire utilise un 80% de l'énergie du corps pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir contrer tout ce à quoi il fait face. Donc, il utilise énormément d'énergie. Maintenant, lorsque le corps est face à ce tigre, face à ce virus, face à cette peur, qu'est-ce qu'il va faire? Pour pouvoir maintenir son énergie au mieux, pour pouvoir fuir cette chose ou lui faire face, il va bloquer, au fait, pas vraiment bloquer, mais il va diminuer la puissance de son système immunitaire. C'est un shutdown assez radical. Donc, qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Quand la peur arrive, et c'est là où, ô combien cela m'attriste encore aujourd'hui d'observer que dans les écoles, on ne permet pas aux enfants, ou on n'instaure pas quelque chose qui est de l'accueil émotionnel pour qu'ils puissent goûter à cela dès leur plus jeune âge. Comme ça, il n'y aurait pas autant de luttes qui génèrent ce shutdown du système immunitaire par la suite. Mais ô combien cela m'attriste d'observer que nous ne donnons pas le droit encore à l'être humain d'avoir peur. Que ce soit à l'école, jamais on leur dit tu as le droit d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur. Il y a eu de la peur, tu en as de la peur, il y en aura encore, parce que ça fait partie de la vie. Non, on essaye d'aller dans quelque chose qui est de l'ordre de la robotisation, qui est si tu es fort, tu n'as pas peur, la peur n'est pas bonne pour toi. Donc on essaye quelque part de conditionner à nouveau l'être humain pour qu'il ne goûte pas à cette émotion qui pourtant est primordiale. Parce que la peur, une fois accueillie, permet l'ouverture des portes cellulaires, ce qui va générer une augmentation d'eau à l'intérieur des cellules, ce qui va générer l'ouverture des portes de la bibliothèque, du savoir inné du corps physique, et qui va donc permettre au système immunitaire de faire ce qu'il a à faire. C'est tout un processus assez compliqué, mais pour le simplifier, je le présente de cette manière-là. Et encore aujourd'hui, tu as là, par rapport à la peur, on essaye de fuir la peur. Le refoulement est tel qu'il ne peut qu'il y avoir une angoisse croissante. Parce que si je rejette la peur, où est-ce qu'elle va? Elle ne va pas se dissoudre d'elle-même. Elle va aller se loger dans la conscience collective de l'humanité.
Donc, combien de peurs non accueillies existent là aujourd'hui? Et ces peurs, nous les captons. Il n'y a pas besoin d'aller voir le téléjournal pour avoir peur. Non, il suffit d'être à l'écoute de ceux-ci qui captent, qui a des antennes qui sont autant dirigées vers l'intérieur pour être en contact avec son savoir inné, autant il y a des antennes, comme sur la membrane cellulaire, il y a des protéines qui sont dirigées vers l'intérieur pour avoir l'information qui parvient du noyau cellulaire des gènes, autant il y a des protéines qui sont dirigées vers l'extérieur pour recevoir l'information de l'environnement. Donc, il est normal, ici aussi, que chaque être humain est un grand télépathe et reçoit ces informations liées à la peur. Et plus il y aura d'êtres humains qui accueillent la peur, plus la peur va se dissoudre, se fondre dans l'abîme de notre amour inconditionnel. Donc, je ne sais pas si j'ai trop dérivé là, cher Alain, par rapport à ta question. C'est très beau et on t'écoute et tout le monde t'écoute. J'ai des questions un petit peu concrètes là sur encore une fois, je reviens au confinement et sur la peur, parce que c'est le sujet qui revient tout le temps. Mais je voudrais juste encore faire une parenthèse sur, c'était très, 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 très passionnant cette leçon anatomique que tu nous as faite et médicale et passionnant sur les cellules, etc. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de redévelopper ça peut-être en vrai lors d'une conférence en France. La peur, l'amour, la paix, comment un peu donner des conseils concrets. C'est aussi ce qu'on me demande dans les commentaires, comment concrètement faire que cette peur, c'est une peur de l'inconnu, c'est une peur d'un futur qui n'est pas clair en ce moment, c'est une peur de la mort, parce que finalement, ça se rapproche toujours, ça nous rapproche toujours à la mort. Comment trouver la paix dans ce confinement pour certains qui vivent de ce confinement dans des conditions plutôt agréables, dans des maisons à la campagne avec du jardin, et puis d'autres qui sont à 10 dans 50 mètres carrés, qui ont des conditions plus difficiles. Et comment concrètement passer de la peur à la paix simplement? Ok, merci pour cette belle question, très cher Alain. Alors, la question est comment passer de la peur à la paix? La question sous-entend un tel état de lutte à nouveau. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais il ne s'agit pas, pour moi en tout cas, de vouloir transformer la peur. C'est de lui offrir enfin la possibilité de nous montrer ce qu'elle a à nous montrer. Et ça dépend de chaque individu. Mais fondamentalement, si on observe la peur, elle pointera toujours sur les mêmes choses. Ce ne sont pas des éléments extérieurs, mais des éléments qui touchent à notre fort intérieur. C'est-à-dire une espèce de déconnexion qui s'est créée entre nous et notre corps, notre mental et notre système émotionnel, donc notre équipe terrestre. Quelque part, une brèche s'est créée, quelque part, il y a une déconnexion, une non-écoute, quelque chose qui est de l'ordre de la disharmonie, aussi subtile soit-elle. Et la peur, très souvent, est là pour pointer cette chose-là, pour mettre cette chose-là en lumière, pour nous montrer que nous avons peut-être négligé notre corps physique ou que nous ne sommes pas vraiment à son écoute, peut-être que nous le surexploitons, peut-être que nous le mettons trop sous un état de stress, peut-être que nous le faisons trop travailler, peut-être que notre mental est trop contrôlé, peut-être qu'on lui fait faire trop de méditation parce qu'on veut qu'il ferme sa putain de gueule au bout d'un moment. Oui, parce que c'est avec cette violence-là très souvent qu'on le traite. Peut-être que cette peur vient nous indiquer aussi que le système émotionnel est tout le temps contrôlé parce qu'on a instauré la fameuse gestion émotionnelle, ce qui est déjà le cas dans les écoles, ce que je trouve sidérant quand j'observe certaines choses. C'est pas le cas partout, mais pour ce que j'ai pu voir récemment, c'est à nouveau, on est nouveau dans une forme de contrôle. Et ce contrôle-là, cristallise cette relation. Si on veut avoir une bonne relation avec quelqu'un, que ce soit avec nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, il faut que cette relation soit souple. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse. Pour qu'il y ait de la souplesse, il faut déjà que je puisse entendre le message, mais qui se met à l'écoute de ce fort intérieur. Là, peut-être, je ne sais pas, mais il y a encore beaucoup plus de gens connectés aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'avant. D'accord, avant, au lieu de passer notre temps
et que notre attention soit happée par ces informations extérieures, ben, notre attention était dans notre travail, dans notre compte en banque, dans nos futurs rêves qui peut-être ne se réaliseront jamais parce qu'on va mourir dans 24 heures, j'en sais rien. Mais à nouveau, cette attention, si elle n'est pas dirigée vers l'intérieur, s'il n'y a pas d'écoute, une écoute active qui place cet être humain au centre de notre vie, parce que si nous devenons notre soleil central, alors tout le reste va graviter autour. Alors pour revenir à la question qui est comment transformer la peur en paix, la peur n'a jamais posé aucun problème. La peur, c'est comme un caillou qu'on va jeter sur une surface. Si cette surface est dure, si on s'imagine que cette surface est mon corps et que la peur arrive, et si ce corps-ci est rigide, comme un lac gelé, parce que c'est de l'eau essentiellement, si cette entité, ce miracle terrestre, s'il est complètement rigide, alors l'impact qu'aura cette peur sur ce corps physique, à l'impact, ça va faire mal. Et c'est quand ça fait mal qu'on se dit, ah, je veux transformer cette peur. Mais là n'est pas le problème. Ce n'est pas la peur qui est problématique, c'est notre l'attitude que nous adoptons face à la peur ou face à n'importe quelle situation, pensée, émotion, peu importe. Si nous nous assouplissons, si cette peur, ce caillou est jeté dans un lac qui est fait d'eau, elle va juste traverser et elle va pouvoir arriver au centre de ces cellules qui ont besoin de cette information. Et dans cet état d'accueil, et j'ai la posté une dernière vidéo pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore écoutée, qui commence par un récit et qui amène justement à proposer un exercice pour accueillir la peur physiquement en buvant de l'eau. Donc, c'est sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, si jamais vous voulez faire l'exercice. Mais si nous accueillons cette peur, alors nous ne cherchons plus la paix. Nous observons tout simplement que l'accueil, c'est être dans un état de paix. Mais attention, l'accueil ne sous-entend pas l'exclusion d'un état de lutte. L'accueil, c'est inclusif. C'est comme l'amour. Ça va embrasser la lutte aussi. Quand ça dit non, j'arrive pas à accueillir cette peur parce que c'est trop intense. C'est pas d'aller à l'encontre. C'est d'observer. OK, il y a tellement de lutte. C'est donc mon invitation, surtout maintenant où on a cette opportunité d'être confiné et d'observer tout le confinement qu'il y a là-dedans, toutes les limitations que nous nous sommes imposées, pour qui, pourquoi. Ah, peut-être que cette question, il faut se la poser aussi finalement. Mais surtout maintenant, si nous pouvons recréer un lien solide, mais souple à la fois avec notre équipe terrestre, en étant beaucoup à son écoute et aussi en partageant cela avec les autres. Parce que c'est quand on est ensemble et c'est maintenant, quand les familles se retrouvent. Vous savez, le travail, c'est super, mais très souvent, ça supprime une certaine forme de communication. Je veux parler d'une communication qui est là dans le maintenant, dans la vie, pas à travers un attel où on envoie des smileys qu'on ne sait pas comment interpréter. Non, là, à travers ce confinement, surtout en couple avec la famille. Pourquoi ne pas exprimer ce qui fait vibrer notre équipe terrestre? Parfois, c'est la peur qui fait vibrer notre équipe terrestre. Alors, pourquoi pas dire? Pourquoi ne pas dire même à l'enfant? Maman, papa ont peur. C'est normal. Dans la vie, parfois, toi aussi, mon petit chéri, tu auras peur. C'est comme ça. Il n'y a pas de mal à avoir peur. La peur, c'est comme une amie. Tu peux t'amuser avec elle. Elle te donnera beaucoup de force, que ce soit la peur, la tristesse, la colère ou peu importe quelle autre émotion. Pourquoi ne pas utiliser cette situation pour entamer un dialogue avec soi et avec l'autre? Voilà ma suggestion. Ouais, belle suggestion. À propos de, oui, enfin, une petite, je rebondis un peu sur la peur. C'est aussi l'accueillir et plonger dedans, je dirais même plus, pour voir qu'est-ce qu'elle éveille en nous et d'où ça vient, puisque tout part de là finalement. Et c'est une façon justement de voir, de connaître les origines de cette peur, etc. Tu avais raison. Il ne s'agit pas de transformer la peur en paix, mais de l'accueillir et de voir qu'est-ce qu'elle veut, cette peur, et d'où elle vient et pourquoi. Et forcément, il y a quelque chose d'autre qui peut jaillir de cela. Mais moi, juste là, une petite parenthèse par rapport au pourquoi. Tu sais, aller chercher fondamentalement, si on observe le mécanisme qui est de la recherche, derrière pourquoi se cache encore un état de lutte.
Parce que dans un état d'accueil, ça n'a absolument rien d'analytique. Je ne veux pas être trop pointilleuse, mais c'est juste que parfois les gens me disent, tu sais, Nasrine, j'ai cherché pendant de longues années la cause de cette peur. Le problème là-dedans, c'est qu'il faut juste se rappeler une chose. Quand on va à la recherche d'une cause, par exemple, il y a 5 ans, j'ai vécu telle chose et ça a généré de la peur. Ok, c'est juste une hypothèse. Restons sceptiques. Ça veut dire quoi être sceptique? Sceptique, ça veut dire observer les choses de différents points de vue, mais n'en adopter aucun fondamentalement. C'est s'amuser avec les points de vue en restant souple, mais ne jamais en adopter un. Alors quand quelqu'un va dire, ah, je sais d'où provient la peur, gardons ça comme une simple hypothèse. Parce que fondamentalement, à cet instant-ci, mon corps reçoit 1 million, non, des milliards d'informations en lien ne serait-ce qu'avec ces petites cellules. Disons 4 milliards d'informations par rapport juste à ces cellules. Mon mental reçoit des informations. Rajoutons 1 milliard. Mon système émotionnel reçoit des informations par rapport à tout ce qui se passe, rien que dans ce monde intérieur-ci. Bien, on est à 6 milliards d'informations maintenant, juste par rapport à ce qui se passe ici. Je parle des antennes qui sont dirigées vers l'intérieur. Bien, 6 milliards d'informations à cet instant-ci. Mais je reçois à cet instant-ci aussi 7 milliards de ces 7 milliards d'humains qu'il y a là dehors, sans rentrer dans le détail de leur nombre de cellules et de tout ce que reçoit le mental et le système émotionnel comme information en lien avec leurs cellules. Je reçois en plus 7 milliards d'autres informations qui viennent se greffer à ces 6 milliards initiales. Merveilleux. On est à 13 milliards d'informations. Maintenant, je vis une peur. Parmi ces 13 milliards d'informations, laquelle est celle qui a généré la peur maintenant? S'il vous plaît, dites-moi. Allez pointer du doigt. Enfin, je ne sais pas, moi personnellement, je n'ai pas le temps. La vie est trop courte pour partir à aller essayer d'éplucher les 13 milliards d'informations reçues à cet instant et pour pouvoir dire, ah, c'est de là d'où provient la peur. Les choses sont tellement plus simples et la vie est tellement bien faite et tellement simple. Et souvent, le problème avec la simplicité, c'est que la simplicité n'a pas de valeur pour beaucoup. Seul l'effort est récompense. Il faut que les choses soient dures, il faut se casser la tête, il faut faire des efforts, il faut être dur avec soi-même. Seulement là, on a une certaine valeur. Mais la vie, fondamentalement, ne nous a peut-être jamais invités à nous torturer de cette manière. Parce que si j'accueille la peur, si je dois savoir d'où elle provient, elle me le dira spontanément. Je n'ai pas à lever le petit doigt. J'ai aucun effort à fournir. Pourquoi? Parce que nous sommes dotés d'intuition. Lorsque le téléphone sonne et que vous savez que c'est Nicole qui vous appelle, avez-vous posé une question? Non. Vous saviez juste que c'était Nicole, non? L'intuition, elle est là. Et l'intuition peut uniquement être entendue dans un état de relation intérieure qui est souple. Quand ici c'est stressé et tendu, tout est fermé, c'est totalement crispé, on n'entend plus, on est juste dans un vacarme, à une espèce de cacophonie intérieure où toutes les pensées, les émotions s'entrechoquent et on y voit plus clair. Donc, il n'est pas nécessaire pour la petite parenthèse, très cher Alain, pour ma part. Je ne détiens pas la vérité, nous avons 7 milliards de vérités, chacun a raison, chacun a tort par rapport à l'autre. Parce que chacun est doté de sa propre sagesse innée et chacun peut percevoir la vie à travers son point de vue. Donc voilà pour la petite parenthèse, Cheval. Petite parenthèse que j'ouvrirai à nouveau prochainement avec toi en direct parce que j'ai des choses à dire sur la peur, mais on ne va pas passer toute la conversation sur la peur. Je sais que tu t'intéresses aussi beaucoup aux relations de couple, relations parents-enfants, éducation. Ça, c'est un sujet passionnant et j'espère qu'on aura le temps d'en parler peut-être une autre fois, justement sur le fait qu'on grandit dans un système éducatif qui nous apprend rien sur les émotions, sur le relationnel, sur notre vraie nature, etc. Mais voilà, ça serait l'occasion de faire une autre conversation ensemble en direct si tu veux bien. Je reviens encore un petit peu sur la situation et sur la gestion justement du couple, de la relation, de la famille, dans un environnement en ce moment parfois complexe, parfois confiné physiquement et mentalement. Quel conseil tu as envie de donner aux gens pour gérer ça au mieux? J'aimerais inviter à quelque chose qui peut paraître assez abstrait, mais qui fondamentalement se résume à ce qu'est la vie. Ça, c'est une parcelle de la vie. Nasrine est une parcelle de la vie.
Alain est une parcelle de la vie. Votre enfant est une parcelle de la vie. Votre partenaire qui vous énerve au plus haut point est une parcelle de la vie. Le directeur qui vous a tant énervé et que heureusement vous ne voyez pas pour l'instant est une parcelle de la vie. Le virus est une parcelle de la vie. La peur est une parcelle de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous observons l'autre, la confrontation se met en place lorsque nous nous percevons comme étant un individu séparé de l'autre. C'est seulement l'illusion de séparation qui génère les conflits fondamentalement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas goûter au conflit, non, pas du tout. Quand il se présente, goûtons-y, ça fait partie de la vie. Et ce que je veux dire par là, dans cette situation de confinement, je vous invite à un exercice amusant. C'est imaginer que l'autre soit non plus votre enfant, ou votre partenaire, ou votre chien, ou peu importe. C'est juste une parcelle, une expression de la vie. Parce que fondamentalement, nous sommes tous issus du même trait de crayon. Il n'y a que la vie qui génère cette forme-ci, qui génère la forme d'Alain, qui génère l'arbre, qui génère le virus, qui génère l'enfant, qui génère peu importe quoi. C'est tout le même trait de crayon. Alors, j'invite par là simplement à entrer en communication et à cohabiter avec l'autre dans cette dynamique-ci, où il n'y a plus forcément de moi, de mon histoire, de ce que je dois préserver, de l'exemple que je dois être pour l'autre et surtout pour mon enfant, alors que j'ai envie de péter un câble tellement cette situation me pousse à bout. J'aimerais vous inviter à juste vous dire, l'autre, c'est juste une expression de la vie. Juste pour que vous puissiez en faire l'expérience. Puis observez ce qui se manifeste. Observez peut-être qu'à ce moment-là, lorsqu'on n'est plus identifié à quelque chose en particulier, lorsqu'on n'est plus identifié à notre rôle de parent, à la partenaire la meilleure qui soit du cosmos ou à je ne sais pas quoi d'autre, lorsqu'il n'y a plus ce genre d'identification, les choses deviennent tellement plus fluides et simples, tellement plus naturelles. Donc, c'est aussi à ce moment-là que la vie peut se déployer parce qu'il n'y a plus de confinement, parce qu'il n'y a plus de limites dues à ce personnage que nous nous sommes créés et qui est totalement fictif au passage. Mais à ce moment-là, la vie peut s'exprimer beaucoup plus librement et aller dire, ben voilà, là, tu vois, on est tous confinés, j'en peux plus au fait, ça n'a rien de personnel. Ben non, puisque la personne n'existe pas, tu es une parcelle de la vie, je suis une parcelle de la vie. Mais là, ça a juste besoin de se retrouver 5 minutes pour écouter de la musique. Est-ce que tu peux t'occuper des enfants, puis après on changera de rôle? Ou est-ce que, cher partenaire, c'est vrai que notre relation de couple allait tellement bien quand on était les deux au travail et qu'on s'envoyait juste des petits cœurs comme ça par SMS. Là, c'était cool. Mais tu vois, là, dans cette situation, fondamentalement, est-ce que ce n'est pas génial? Parce que ça met en lumière des choses qui sont restées dans l'obscurité, des choses que peut-être tu n'as pas pu m'exprimer ou que je n'ai pas pu t'exprimer. Donc, cette situation-ci, que ce soit d'un point de vue individuel, dans cette illusion d'être une personne ou dans cette extension qui est c'est juste la vie qui s'exprime, la conscience qui s'exprime à travers cette vie, je vous invite à juste vous amuser du mieux que vous pouvez. Pourquoi? Parce que l'heure tourne et que bientôt l'être humain va mourir. Bah oui, donc nous n'allons pas pouvoir y échapper. Mais si cette journée-ci devait être la dernière, pourquoi ne pas essayer de l'entamer dans une souplesse intérieure, avec un peu moins de sérieux? Pourquoi ne pas revenir à l'enfant joyeux que nous étions initialement, celui qui voulait uniquement jouer? Donc les enfants sont là de très bons exemples. Et ce qui augmente l'énergie, l'amusement augmente l'énergie. Et pourquoi ne pas revenir aussi à ce qui est tellement propre à l'enfant, à l'authenticité? Pourquoi ne pas être à nouveau à l'écoute de soi, être authentique et de transmettre ce qui se produit ici à l'autre? Voilà l'invitation, très cher Alain. Merci, Nasrine. Je ne vais pas rebondir là-dessus parce que sinon tu vas repartir. Ça, c'était est-ce qu'on a l'impression aussi, on a un sentiment justement parce que tu parlais de la séparation et de la non-séparation et de l'illusion du personnage et de l'extérieur. On a ce sentiment, la situation actuelle nous donne aussi ce sentiment d'unité, d'universalité, de non-séparation, on est tous un petit peu unis comme ça. Et ça, c'est un sentiment agréable, je trouve. C'est une prise de conscience sur cette non-séparation, justement. Oui, c'est merveilleux ce que tu mets là en lumière, très cher Alain. Il est vrai que ce qui est tellement paradoxal,
C'est que maintenant que nous ne pouvons pas prendre dans les bras ce que nous aimons, c'est maintenant qu'on aimerait surtout les prendre dans les bras. Donc c'est certain que ça fortifie non seulement ce lien, ça permet aussi peut-être de se rendre compte que les problèmes que nous croyons avoir dans le passé avec certaines personnes ou certaines situations n'étaient peut-être pas aussi importantes que cela, parce que c'est quand on est face à quelque chose qui nous manque qu'on se rend véritablement compte de la valeur que cela a. C'est comme ça, c'est duel dans ce monde, et donc c'est merveilleux que cela puisse être exprimé et exploré euh, d'un point de vue global, donc au niveau de l'échelle humaine maintenant. Donc, c'est clair qu'il y a cette réunification quelque part, cette conscience qui veut s'unir à elle-même, même si elle ne le peut pas, parce qu'elle n'a jamais été divisée. Il est bien là l'enjeu, il est là le trick. Mais c'est beau à observer que les gens qui maintenant ne peuvent pas être avec ceux qu'ils aiment auraient terriblement envie d'être avec eux. Et c'est peut-être aussi maintenant le moment de se dire, bah, comme on ne sait pas comment les choses vont se dérouler dans le futur proche, même, que les choses changent tout le temps. Et c'est merveilleux parce que la vie est évolutive, et ce virus, lui aussi, même d'un point de vue cellulaire, va apporter des modifications épigénétiques au niveau du corps physique qui sont juste extraordinaires. Ça va pouvoir s'adapter à bien d'autres choses, pas qu'au virus, aussi à la 5G qui nous est imposée, sans vouloir rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de pouvoir utiliser à nouveau cette opportunité maintenant en se disant, je ne peux pas aller voir l'autre, mais je veux prendre le téléphone, heureusement ça fonctionne encore, et je peux peut-être lui dire à quel point je l'aime, ou juste lui transmettre mon ressenti du moment. Parce que plus nous allons communiquer nos émotions, plus ça va être libre à ce niveau-là, moins il y aura de refoulement face à la peur. Et donc, plus nous accueillons à l'échelle humaine cette peur, moins elle aura de répercussions négatives sur le corps, le mental et le système émotionnel. Donc, en effet, Alain, il est merveilleux d'observer cette réunification. Alors justement, à propos de réunification, en fait, de quelque chose qui n'a jamais été séparé non plus, finalement, donc d'une unification qui était déjà là, mais on a cette sensation de quelque chose, on a une prise de conscience de quelque chose qui est déjà comme ça, pour parler clairement. À propos d'illusion aussi, on a cette tentation, et là c'est une question que je pose à tous nos invités à chaque fois, que il y a une dimension spirituelle particulière à cette situation, à ce virus. On a envie de donner une interprétation mystique sur le sort de l'humanité, même si on sait que finalement c'est qu'un changement de décor et que le film, ça reste un film et qu'il a pris, c'est un scénario un petit peu différent finalement, hein, mais ça reste un film extérieur à nous-mêmes. Mais on a envie de croire quand même que c'est un signe des temps, c'est un signe de l'humanité. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, au moins sur le plan relatif, et aussi sur quelle est ta vision. Est-ce que tu crois que cette opportunité, cette aubaine-là que nous avons de discuter, de réfléchir sur notre nature, de refaire une exploration, c'est quelque chose qui peut nous inciter à changer notre façon de nous comporter, de vivre dans les mois, dans les années qui vont venir? Alors, pour résumer ta question, Alain, ce serait quoi exactement? Parce que tu me dis d'un point de vue relatif, tu aurais la réponse. Alors, je vais faire simple. Est-ce que c'est un signe divin? Et deux, est-ce qu'on va changer notre façon de vivre? Ok, merveilleux, merci pour la synthèse. Alors, par rapport aux divinités, je ne sais pas. Je ne connais pas le divin qui pour moi est une création pure de l'homme, mais hormis le fait enfin, peu importe que ce soit divin ou pas. C'est sûr, comme tu le disais tout à l'heure, très cher Alain, la vie se déploie et la conscience observe cela. Elle sait qu'elle ne va pas pouvoir changer le cours du film, elle ne peut que goûter à tous les scénarios qui sont mis en place par 7 milliards d'individus et autres entités vivantes qui peuplent ce merveilleux cosmos, cette merveilleuse illusion. Maintenant, d'un point de vue humain, tout dépend à nouveau du point de vue que nous adoptons. Si je me prends pour cet être humain, si le matin, quand ceci se réveille et que ça ouvre les yeux sur ce monde,
et que je me prends pour cette entité-ci, si je me dis, ah oui, je suis vraiment Nasrine, je vais voir la vie à travers les yeux de ceci. Donc, ils sont limités, et c'est OK, hein. Ils sont limités par son propre confinement, justement, en lien avec son système de croyance, en lien avec sa culture, en lien avec le pays qu'il vit et ses générations antérieures, etc. Mais si on observe la vie à travers les yeux de l'être humain, je n'ai pas de réelle interprétation parce que je n'interprète jamais rien en tant que tel, mais ce qui m'a été dit, en tout cas, ou du moins, il y a beaucoup d'espoir dans le sens où cette situation est vraiment, d'un point de vue spirituel, je ne sais pas ce que ça veut dire le mot spirituel, excusez mon ignorance à ce sujet-là aussi, mais on me dit que ça a un réel impact, que ça va amener une nouvelle conscience. Alors, peut-être qu'on peut se dire que la conscience est évolutive, peut-être qu'on peut aller dans cette direction et se dire, bah bien, elle a fonctionné comme ça pendant un certain temps, et puis maintenant, elle va changer. Fondamentalement, ça reste un film, comme tu le disais, Alain. Dans la sphère humaine elle-même, c'est très contrasté, c'est très paradoxal, c'est très entre ceux qui vont parler d'un mouvement spirituel qui amène à un éveil global de l'humanité et puis ceux qui vont parler d'une grande conspiration en disant que ce virus n'est que là pour nous voiler la face parce qu'en entendant qu'il nous obnubile avec ce virus et ce confinement et on ne peut plus aller travailler, mais en attendant, ils sont quand même encore en train de construire des antennes 5G entre les informations que m'envoient aussi des médecins en disant nous avons un nouveau protocole à suivre depuis que le virus est présent et peu importe la mort qui s'ensuit, s'il y a un symptôme qui est là parmi tous ceux qui sont en lien avec le coronavirus, et la liste est fabuleusement longue, alors nous devons finalement confirmer que la personne est décédée d'un coronavirus. L'enjeu est tel actuellement, d'un point de vue humain, que on ne peut pas émettre de conclusion. On ne peut pas. En fait, ça dépend du point de vue qu'on a en tant qu'être humain. Il y aura 7 milliards de points de vue différents sur la situation. Celui qui est de l'ordre de la conspiration verra cette réalité à travers le côté conspirationniste et validera ce qui se passe à travers son propre filtre. Celui qui voit la vie se déployer à travers un mouvement spirituel, un éveil global de la collectivité humaine, percevra ça à travers son point de vue et donc ça va venir corroborer avec ce point de vue-ci. Donc personne n'a raison, personne n'a tort parce que la vie fondamentalement est un mystère qui reste insaisissable et il est là tout l'enjeu. Oui, on voit tout ça avec nos filtres. Hein. De toute façon, c'est clair que ça dépend beaucoup de ça. Avant de conclure et de remercier tout le monde, et il y a beaucoup de monde, j'ai pas vraiment la capacité de prendre tous les commentaires. Il y en a tellement, il y a plus de 250 commentaires déjà, Nasrine. Ah, ok. Bon, voilà. Mais bon, vraiment, ça fait plaisir de voir tout le monde. Clarisse, Chantal, Odile, Audrey, Sylvie, Anne, Nadine, qui nous demande est-ce que c'est aussi beaucoup de questions sur le virus, cette répression humaine qui remonte par pression, ce qui peut impacter ou positiver. Il y a toujours cette question un peu comme je t'ai posé, est-ce que ça va changer? Mais voilà, on peut polémiquer là-dessus. C'est beaucoup de films qu'on se raconte aussi. On a parlé pas mal de temps et il y a un mot qu'on n'a pas abordé, que j'aime bien aborder, c'est le mot amour. Oui. On a parlé d'amour en ce moment. Oui, l'amour, c'est vrai. C'est vrai que l'amour. Je suis sûr qu'il y a des choses à dire. Dis-moi. Dis-moi, Alain, j'ai pas entendu. Non, je suis sûr qu'il y a des choses à dire sur l'amour. Oui, que c'est une suite de 5 lettres et qu'on en fait toute une tartine. Mais non, ça manque de romantisme, bien entendu, quand on le présente comme ça. Mais l'amour, est certainement le principal ingrédient qui permet à la vie d'exister. Si on s'imagine que l'amour est cet espace qui embrasse toute chose gratuitement, sans raison apparente, sans se poser de questions. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour moi par rapport à l'amour, à part observer qu'il est omniprésent et qu'il se cache derrière toute chose
comme la peur, par exemple, qui est là une précieuse messagère de l'amour aussi, parce qu'elle nous invite à nous relier à nous-mêmes. Et si nous nous relions à nous-mêmes et que nous pouvons recréer quelque part ici à l'intérieur un monde intérieur harmonieux, alors le monde extérieur reflètera ceci puisqu'il en est l'extension. Donc, il existe deux forces, dit-on, qui régissent ce monde. L'une s'appelle amour de soi et l'autre peur, peur de ne pas être aimé. Chaque jour, la vie nous invite d'observer ces deux forces, amour de soi ou peur, par peur de ne pas être aimé. Et le simple fait d'observer ces choses-là nous permet de mettre tant d'éléments en conscience, à la lumière de la conscience. Mais à nouveau, peu importe ce que nous allons expérimenter ici, c'est-à-dire peu importe ce que l'être humain va expérimenter ici, peu importe ce qu'il va acquérir ici, la mémoire en lien avec ici, les êtres qu'il aime avec ici, peu importe. Un, ça ne va pas durer. Et deux, quand ce sera mort, ça ne va pas s'en souvenir, donc il n'aura pas de problème. La mort est salutaire. J'aime aborder la mort de cette manière-ci parce que nous en avons fait quelque chose de très sévère, de très dur et quelque chose à fuir très cher à l'âme. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que peu importe ce qui se produit dans cette sphère-ci, ça n'atteindra jamais notre nature véritable, par rapport à laquelle rien ne peut être dit, bien évidemment. Exactement. Comme on dit, il n'y a pas de mort, comme il n'y a pas de naissance non plus. Ce que je voulais te dire, c'était voilà, on va conclure parce que j'aimerais pouvoir parler 3-4 heures avec toi, mais on n'a pas envie que ça dure trop longtemps non plus sur cette interview. Mais on va en refaire, je sens. On a beaucoup de choses à discuter. Avant de conclure, est-ce que tu as tout simplement une petite conclusion, un petit message que tu aimerais faire passer aux gens qui nous écoutent? Il y a à peu près 277 000 personnes qui sont connectées là en ce moment, un peu moins. Est-ce que tu as envie de leur faire passer un message et tous les gens qui vont revoir en replay, parce que la vidéo va rester sur la page et donc on pourra regarder et pourra laisser des commentaires. Il y a plein de questions, encore une fois. Il y a des questions aussi, je vois, sur le karma, sur l'ego. Karen qui nous pose une question sur le karma, sur est-ce que l'ego est spirituel est uniquement l'expression de l'identification? Concrètement, c'est quoi accueillir? Comment accueillir? Merci pour l'immersion, nous dit Dominique, merci à vous. Enfin, voilà, il y a plein de sujets, on ne va pas tous les aborder. Je voulais juste que tu nous donnes une petite conclusion inspirante, un petit mantra pour ce dimanche de Pâques. En plus, c'est dimanche de Pâques. Je ne me suis pas rendu compte. Donne-nous un petit œuf pour conclure. Et tout d'abord, j'aimerais remercier du fond du cœur Alain, qui s'est donné tellement de peine déjà à résoudre les problèmes techniques et qui nous offre généreusement, gratuitement cette rencontre. J'aimerais aussi remercier vous tous qui êtes là, à vous connecter à nous. Merci de votre merveilleuse énergie que je ressens même à travers cet écran et je serais ravie de pouvoir proposer avec Alain d'autres entrevues pour que nous puissions répondre à toutes ces, mon Dieu, très nombreuses questions. Donc, désolée si on n'a pas pu les aborder tout aujourd'hui et désolée ici, des fois, ça a tendance à parler tout seul et comme ça n'a pas conscience vraiment de ce qui est dit à chaque instant, ben, ça parle et puis voilà. Donc, voilà. Ce que j'aimerais vous dire pour conclure, c'est ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, mais la peur. Et lorsque nous accueillons cette peur, alors il nous est possible d'observer ce que nous sommes au-delà de cette structure humaine. Donc, je vous invite tous de tout cœur à manger le chocolat de Pâques en imaginant qu'il soit cette peur ou une quelconque émotion qui vous semble être rejetée, envers laquelle il y a de la lutte. Et lorsque vous mangerez ce chocolat, ou lorsque vous burez de l'eau,
peu importe. Dès l'instant, vous allez ingérer aujourd'hui quelque chose. Je vous invite à regarder cette chose, cet aliment, cette boisson, en lui disant, chère émotion, je te donne enfin le droit d'exister et je t'accueille pleinement. On appelle ça, et on ne recrache pas en aval, on appelle ça l'accueil physique. Et si vous avez envie de faire l'exercice en contextualisé et avec plus de détails, il y a la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube qui vous donnera en récit aussi avec une petite histoire de petit homme qui nous parle de tout cela. Vous pourrez voyager à travers cela et faire l'exercice dans l'instantané. Mais j'aimerais à nouveau, très cher Alain, te remercier du fond du cœur pour cette rencontre vraiment très nourrissante et j'en suis vraiment ravie. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté rapidement, d'avoir été super active et malgré tes problèmes de mobilité, etc., entre le Portugal et le reste de l'Europe. Et je te remercie aussi pour une heure d'une richesse dingue, là, qu'on a passé ensemble avec des sujets. On aurait pu passer la journée à en parler, ça aurait été passionnant. Donc, merci pour cette générosité, pour cette… Voilà, c'est beau à voir. Je vous invite tous à, si vous connaissez pas déjà les pages il y a Nasrine a 3-4 pages sur Facebook, Nasrine Reza, le site nasrinreza.com, la chaîne YouTube. Et puis, pareil pour nous, pour Olam, il y a la chaîne YouTube, il y a la page Facebook. Vous pouvez laisser des commentaires. La vidéo sera là, sera sur YouTube. Vous pouvez reprendre le temps de réécouter Nasrine tranquillement le soir avant de vous coucher. C'est vraiment idéal. Nasrine, je te remercie, je t'embrasse. Et puis, je sens que c'est que le début d'une série de rendez-vous virtuels et sûrement physiques très bientôt. Hey. Merci, à bientôt. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse tous. Merci pour vos commentaires. On vous aime très fort. Hey. Prenez soin de vous. Hey, merci.